C'est un feu vert imminent des Américains. Ces prochaines heures, un verrou va peut-être sauter pour les Ukrainiens, celui d'aller pouvoir frapper directement le territoire russe avec des armes longue portée. Mais pourquoi faire ? Un des avantages que les Russes ont eu sur le reste d'entre nous pendant de nombreuses années était leur reconnaissance que le terrain en soi n'a aucun sens. Le terrain est important seulement dans la mesure où il fournit à la force un avantage, soit en défense, soit en attaque. En d'autres termes, abandonner du terrain pour une meilleure position d'une manière qui vous aide à détruire votre attaquant ennemi est quelque chose que les Russes ont appris, et ils le font assez bien. Je pense que Jack Key est simplement déconnecté de la réalité maintenant. Il y a autre chose qui se passe ici qui doit être gardée à l'esprit. Il n'y a jamais eu de stratégie viable pour cette guerre par procuration en Ukraine. Le colonel Douglas MacGregor, un stratège militaire respecté, a récemment pesé sur la situation qui s'aggrave à Kherson, soulignant la nature critique des prochaines batailles. Mais quand militairement, c'est purement simplement tenir un morceau de terrain tactiquement utile, pas grand-chose maintenant. Un des avantages que les Russes ont eu sur le reste d'entre nous pendant de nombreuses années était leur reconnaissance que le terrain en soi n'a aucun sens. Le terrain est important seulement dans la mesure où il fournit à la force un avantage, soit en défense, soit en attaque. En d'autres termes, abandonner du terrain pour une meilleure position d'une manière qui vous aide à détruire votre attaquant ennemi est quelque chose que les Russes ont appris, et ils le font assez bien. Je pense que Jack Key est simplement déconnecté de la réalité maintenant. Il y a autre chose qui se passe ici qui doit être gardée à l'esprit. Il n'y a jamais eu de stratégie viable pour cette guerre par procuration en Ukraine. Le colonel Douglas MacGregor, un stratège militaire respecté, a récemment pesé sur la situation qui s'aggrave à Kherson, soulignant la nature critique des prochaines batailles. Maintenant, tournons notre attention vers le champ de bataille en constante évolution à Kherson. Aujourd'hui, après une longue période d'attente, de nouveaux rapports de renseignement ont émergé qui méritent un examen attentif. Selon le renseignement militaire ukrainien, les forces russes se préparent à un assaut majeur, un qui pourrait potentiellement altérer l'équilibre dans cette région hautement contestée. Les troupes russes prévoient prétendument une attaque de traversée de rivière qui s'étendra sur un front de 10 km à partir du barrage de Kakhovka et s'étendant plus au sud. Ce type d'opération nécessite non seulement une coordination précise, mais aussi un haut niveau de planification tactique, suggérant que la Russie se prépare à une escalade significative. Maintenant, les forces ukrainiennes ne restent pas inactives en prévision de cette manœuvre russe. Elles ont intensifié leurs préparatifs défensifs. Les troupes ukrainiennes creusent des tranchées, fortifient des positions anti-chars et déploient des dents de dragon, d'énormes barrières en béton conçues pour entraver les véhicules blindés. Ces structures défensives sont en cours de construction dans la région entourant Kapatia, stratégiquement située près de Mykolaïv. Ce qui est particulièrement remarquable ici, c'est que les Ukrainiens intègrent un mélange de mesures défensives. L'utilisation de béton armé, de fils barbelés et d'obstacles en forme de pyramide transforme cette région en ce qui ne peut être décrit que comme une forteresse, une qui sera difficile à percer pour les forces russes. Cependant, étant donné l'ampleur des préparations russes, la question demeure. Sera suffisant ? Alors que les forces ukrainiennes se préparent à une attaque imminente, elles ont transformé les lignes de front en un réseau de défense presque impénétrable à 10 km de Berislav. Ces positions sont susceptibles de voir le gros de l'assaut russe. Si les Russes réussissaient à s'assurer une tête de pont dans cette région, cela pourrait servir de point de lancement pour de nouvelles offensives plus profondes en territoire tenu par l'Ukraine. Mais les Russes, comme nous le savons, frappent rarement sans calcul minutieux. Leur attention semble se porter sur 3 points de traversée potentiels, Berislav, Krinky et Kozachi, où les promontoires leur donnent un avantage stratégique. La géographie ici... Donc, d'abord, les attaques MS, dont la portée peut atteindre jusqu'à 300 km. On est bien d'accord que ce n'est pas pour aller frapper Moscou
ou les villes russes. Non, mais parce que si on entend trop la télévision russe, on peut avoir des doutes. Oui. Non, ça irait pas assez loin, d'autant que, rappelez-vous que quand même... quelle que soit l'arme, enfin particulièrement les armes, l'ATACMS, ça tire depuis le sol, et donc évidemment vous n'allez pas le mettre tout de suite sur la ligne de front, parce que sinon il va se faire détruire. Donc en général, la règle pour tout ce qui est artillerie, c'est vous enlevez un tiers de la portée, qui est le tiers de sécurité, entre guillemets. Alors après, on peut jouer. C'est-à-dire que si on fait mais on peut le rapprocher, tirer et repartir. Mais voilà, à la louche, quand on dit 300 km, c'est rarement on ne le met pas sur la ligne de front. Voilà. Mais oui, ça vous donne... en fait, ce sont des armes qui servent essentiellement à aller détruire... alors, ça peut détruire effectivement des hommes ou des équipements, mais ce sont des armes qui sont utilisées plutôt pour taper, plutôt que le muscle, pour taper le système nerveux du commandement sur un front. Donc si vous tapez typiquement un centre de commandement, vous allez paralyser d'un certain point de vue la manœuvre, parce que c'est lui qui va coordonner l'action des drones, des chars, de l'infanterie, etc. Donc en détruisant, c'est comme le système nerveux, vous donnez un petit coup sur le cerveau, d'un seul coup, ça fonctionne moins bien. Donc c'est ça l'idée en fait, et c'est dans cette zone qui est la zone de combat, la profondeur de la ligne de front, de pouvoir aller frapper dans les arrières les cibles à valeur ajoutée. Donc qu'est-ce que c'est ces cibles? C'est les centres de commandement? Voilà, c'est ça, les centres de commandement. Les aérodromes? Les dépôts, alors oui, s'il y en a, 300 km c'est rare, mais c'est possible. Les dépôts de munitions, les concentrations de carburant, les nœuds ferroviaires, parce que par exemple la logistique russe travaille beaucoup avec le rail. Voilà, c'est des tas de choses comme ça qui font que et évidemment, rappelez-vous, surtout dans cette zone-là, Kharkiv soumis, Solène vous le dira 200 fois mieux que moi. Oui, mais elle y était beaucoup dans cette région-là. Mais vous êtes sur la frontière russe. D'accord ? Donc les Russes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils massaient leurs troupes à la frontière, ils mettaient tout ce qu'ils avaient derrière pour taper sur les villes et comme ils savaient qu'on pouvait pas leur taper dessus, c'était chabit entre guillemets. Donc là, l'idée c'est quand même de leur dire non, c'est pas possible, vous pouvez pas rester derrière votre frontière tout protégé à rien faire. Et voilà, donc c'est quand même important de ce point de vue-là. La géographie ici joue en leur faveur, leur permettant d'avancer dans des conditions favorables. Mais ce n'est qu'une partie du champ de bataille. Alors que l'attention se concentre sur Kherson, nous devons aussi tourner notre regard vers la stratégie russe plus large. En regardant l'importance stratégique de la bande de 10 km de Berislav à Kozachi, nous pouvons voir pourquoi ces zones sont si critiques. Le colonel Douglas MacGregor a souligné la valeur de ces points de traversée, soulignant comment ils fournissent à la Russie un avantage tactique qui pourrait conduire à une percée plus large. Les forces russes prévoient probablement d'utiliser ces emplacements comme point de départ pour une offensive plus large qui pourrait remodeler tout le front. La clé ici est la géographie. Les forces russes pourraient se préparer à traverser le fleuve de Dniepr au point où elles peuvent se protéger des contre-attaques ukrainiennes en sécurisant les deux côtés des petits affluents tels que ceux de Mesky et Kozachi. Les troupes russes peuvent créer une zone tampon sécurisée. Cela empêcherait l'artillerie et les frappes de missiles ukrainiens de cibler efficacement leurs forces, leur permettant ainsi de s'avancer davantage en territoire ennemi avec une résistance minimale. De plus, cette opération pourrait impliquer... Là, c'est pour les ATACMS. Maintenant, si on regarde les JAMES, on connaît moins, qui ne sont pas encore sur le terrain. Eux, ils ont une plus grande portée, parce qu'en fait... Alors, ils ont en fait 2 fois plus grande portée, dans la mesure où d'abord, il y a la portée de l'arme, donc en fonction du système. Donc, celui qui est disons, le moins long, il est autour des 350 km, et celui qui est le plus long est autour des 900. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va être fourni, puisque la décision n'est pas encore prise. Je pense qu'on sera plutôt dans l'option basse, qui est le fameux A. Mais c'est plutôt ce qui se situe là, derrière les pointillés. Alors, là, c'est là que c'est important de comprendre qu'on est vraiment plutôt dans le ciblage que dans la distance, et qu'il faut avoir confiance dans le partenaire à qui on le livre, parce que ça c'est la portée du missile. Mais comme nous l'a expliqué Marc Chassillon, le missile il va être mis sous un avion, donc rajoutez à ça la portée de l'avion.
Alors bon, mais est-ce que les Ukrainiens oseront faire voler leurs avions au-dessus du territoire russe? Excellente question, c'est la même chose. Il y aura une marge de sécurité, donc il y a deux choses, évidemment, il y a le plein, ça c'est comme quand on part en voiture, mais bon, ils savent faire. Et la deuxième chose, c'est la défense aérienne ennemie. Sachant quand même que, regardez, ils ont déjà mené des opérations avec des drones assez loin, donc ils savent le faire. Donc ils ont ce savoir-faire qui leur permet de déchiffrer, de pénétrer la défense aérienne russe. Donc ils pourraient être joueurs, et avec en fait un F-16 plus une bombe planante guidée, enfin de type Scalp, américaine, de fait, ça pourrait toucher Moscou. Donc il faut bien qu'il y ait une confiance dans la cible qui va être choisie entre le partenaire qui va l'utiliser et le partenaire, l'allié qui va livrer l'arme, pour que... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de devoir se construire quelque chose à long terme qui permet justement de travailler véritablement, c'est ce que dit Blinken, de faire évoluer les réflexions sur le ciblage. De plus, cette opération pourrait impliquer des forces qui ont été repositionnées d'autres zones clés telles que Kinsi, suggérant que les Russes concentrent des ressources importantes pour cette percée potentielle. Alors que l'armée ukrainienne se prépare à se défendre, il est clair qu'elle fait face à une tâche ardue. Si la Russie réussit à établir le contrôle sur cette traversée de rivière, cela n'ouvrira pas seulement de nouvelles voies d'attaque, mais forcera également l'Ukraine à étirer ses défenses déjà minces encore davantage. Malgré les affirmations ukrainiennes de défense fortifiée, la question est de savoir si elles peuvent résister au poids pur des forces russes. Si cette traversée de rivière réussit, l'Ukraine sera confrontée à la réalité redoutable de défendre un front beaucoup plus exposé. Nous pourrions assister à un moment décisif, un qui pousse les forces ukrainiennes dans une posture défensive pour l'avenir prévisible. Alors que le front de Kherson chauffe, nous devons examiner la situation à Zaporijjia, où la Russie fait des gains rapides. Le paysage ici a radicalement changé ces derniers jours. Juste hier, les forces russes ont achevé leur consolidation du dernier rempart défensif et Robotine, effaçant efficacement tous les gains tactiques que l'Ukraine avait réalisés lors de leur contre-offensive de l'année dernière. Ce développement n'est pas juste un revers pour l'Ukraine, c'est un coup dévastateur. Les forces ukrainiennes ont investi d'immenses ressources sur ce front, perdant des dizaines de milliers de soldats dans un effort pour percer les lignes russes. Le nombre de victimes ukrainiennes, combiné à $1 milliard d'équipement occidental qui a été déployé ici, dresse un tableau sombre. Au total, les efforts de l'Ukraine dans cette région n'ont presque rien donné. Alors que les forces ukrainiennes célébraient autrefois leurs gains mineurs à Robotine, cet élan est maintenant complètement perdu. Les forces russes ont nivelé le champ de bataille, ne laissant aucune trace des avancées ukrainiennes. La ligne Chovik, une défense imprenable, se trouve juste derrière les positions russes, fournissant une couche supplémentaire de protection. Les unités de fusiliers motorisés russes contrôlent la zone avec facilité, jouant à chat et à la souris avec les forces ukrainiennes. Le terrain plat, autrefois symbole des gains durement acquis de l'Ukraine, est maintenant un témoignage de leur lutte complètement effacée par la supériorité tactique russe. Le contraste est saisissant. Les forces ukrainiennes ont subi d'immenses pertes, tandis que les pertes russes dans cette zone restent minimes. Avec le contrôle du terrain élevé et une ligne défensive fortifiée derrière eux, les troupes russes ont été capables de repousser plusieurs avancées ukrainiennes avec facilité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Russie a non seulement maintenu le contrôle, mais a renforcé sa position dans la région, laissant les efforts de contre-offensive de l'Ukraine en lambeaux. Alors que Zaporijjia semble maintenant fermement sous contrôle russe, la situation à Bakhmout présente une nouvelle série de défis pour les deux côtés. Comme le colonel Douglas MacGregor l'avait prédit, la bataille autour de Bakhmout est entrée dans une phase décisive, avec les forces russes faisant des progrès substantiels, particulièrement dans la région de Toretsk. Cette zone a longtemps été un objectif stratégique et les développements récents montrent que la Russie a pris des mesures importantes pour consolider le contrôle. À partir de la nuit dernière, les forces russes ont capturé la station de métro critique sous la ville aux côtés d'infrastructures civiles clés. Ces gains s'étendent dans le secteur nord, où les troupes russes
sont maintenant positionnés pour frapper des points hauts clés. Les forces russes ont également travaillé méthodiquement pour encercler les troupes ukrainiennes, les comprimant efficacement dans un périmètre défensif qui se rétrécit. Ce processus a commencé sérieusement avec la capture des 2 derniers points hauts dans la région, qui fournissent maintenant aux unités d'artillerie russes une vue dominante du champ de bataille. Avec le contrôle de ces positions, les forces russes peuvent maintenant dicter les termes de l'engagement, rendant de plus en plus difficile pour les troupes ukrainiennes de monter une défense significative. Juste la nuit dernière, les forces russes ont resserré leur emprise autour de la poche restante de troupes ukrainiennes entre ces 2 points hauts, avec l'artillerie et l'infanterie russe pressant de multiples directions. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette zone ne soit entièrement sous contrôle russe. La prochaine cible, le complexe pénitentiaire nord qui se trouve à portée de frappe. Avec la situation à Toretsk se détériorant rapidement, examinons maintenant comment les avancées de la Russie dans la région plus large remodèlent le champ de bataille. Plus au nord, les forces russes ont porté un coup critique en capturant Droujba, le dernier des 4 bastions défensifs protégeant Toretsk. La capture de Droujba ne laisse plus qu'un obstacle majeur à la ligne New York-Neplivka. Si la Russie peut percer avec succès cette dernière ligne défensive, les forces ukrainiennes n'auront pas d'autre choix que de se retirer. Marque le début de la fin pour les défenses de Toretsk. Les forces russes se positionnent pour une frappe décisive. Avec leurs lignes consolidées et leur artillerie en place, la prochaine bataille pour Toretsk sera probablement rapide et dévastatrice. Les Ukrainiens sont déjà étirés et alors que la Russie se prépare à frapper de 4 directions différentes, les forces ukrainiennes seront submergées. Les forces russes ont régulièrement intensifié leurs opérations et les développements que nous avons vus dans les dernières 24 heures confirment qu'une offensive plus large est imminente. Si la Russie peut capturer Toretsk, cela ouvrira une route directe vers la région plus large de Toretsk. Cette bataille, une fois qu'elle commencera, fera probablement pencher la balance encore plus en faveur de la Russie. Avec Toretsk assiégé, les avancées de la Russie à Kifa offrent un autre aperçu critique de leur stratégie de champ de bataille. Sur le front tant attendu de Kiev, les forces russes ont réalisé une percée significative. Plusieurs rapports confirment que la Russie a avancé vers l'ouest depuis Khael Shiva, vers la berge, couvrant une zone d'environ 7 à 8 km² avec une profondeur de 2,5 km. Avec leur avancée, les troupes russes ont maintenant coupé les dernières lignes d'approvisionnement restantes pour les forces ukrainiennes stationnées entre Kliska et Andrika. Les forces ukrainiennes sont effectivement coupées du soutien des véhicules lourds, les forçant à compter sur les mouvements d'infanterie pour se retirer sous une pression intense. L'artillerie russe domine maintenant le champ de bataille et les positions défensives ukrainiennes s'effondrent face à des attaques soutenues. Cette dernière percée marque un changement significatif dans l'équilibre du pouvoir. Les forces russes ont réussi à isoler les unités ukrainiennes, ne leur laissant que peu d'options, si ce n'est de se retirer. La prochaine phase impliquera probablement que les forces russes s'enfoncent plus profondément en territoire ukrainien, sécurisant les hauteurs et les routes de transport critiques. Cela, à son tour, permettra à la Russie de resserrer son emprise sur la région plus large de Donetsk. Avec Kifa au bord du gouffre, la prochaine cible logique pour les forces russes se trouve plus au sud, où les lignes d'approvisionnement critiques sont maintenant en péril. Alors que les forces russes poursuivent leurs avancées méthodiques, leur attention se porte maintenant sur un objectif beaucoup plus grand, le hub stratégique de CTI into Nifa. Elles sont également sur le point de couper les routes d'approvisionnement le long de la crête sud de Chassiv Yar, menaçant d'encercler les troupes ukrainiennes dans la région. Comme le colonel Douglas MacGregor l'a noté dans ses évaluations, la capacité de la Russie à avancer sans s'engager dans un combat direct à grande échelle en dit long sur leur avantage tactique. Avec 3 grandes villes, Konstantinovka, Chassiv Yar et Toretsk, sous menace directe,
les forces ukrainiennes se trouveront trop dispersées pour monter une défense coordonnée. Les forces russes, quant à elles, sont en position de continuer leur avancée avec peu de résistance. Les semaines à venir verront probablement ces régions critiques tomber sous contrôle russe, consolidant davantage leur domination sur le champ de bataille.